bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. On va décortiquer les deux faces d'un univers absolument fascinant. D'un côté, on a l'histoire littéraire d'un personnage extrêmement apprécié, une histoire super riche et franchement tragique. Et de l'autre, l'adaptation hollywoodienne de 2010, une adaptation, disons, un peu controversée. Allez, c'est parti pour cette analyse. Alors, quel est le programme aujourd'hui? D'abord, on va s'intéresser à la fille d'Athéna. Ensuite, on suivra le voyage ultime du demi-dieu. Après ça, on basculera dans le monde réel avec l'adaptation hollywoodienne. Puis, on comparera la page et l'écran et on finira sur ce qu'on appelle la fracture mythologique. Première partie, fille d'Athéna. Plongeons directement dans les origines littéraires d'Annabeth Chase, une véritable enfant née de la sagesse et de la guerre. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur un terme. C'est quoi exactement un sang mêlé? Ou un demi-dieu, c'est pareil. Eh bien, c'est l'enfant d'une divinité grecque et d'un mortel. Le truc, c'est que cet ADN hybride agit littéralement comme un aimant à monstre. C'est ce danger permanent qui rend leur vie si palpitante, mais aussi tellement tragique. Prenez Annabeth, par exemple. Sa mère, c'est Athéna, la déesse de la sagesse, et son père est un simple professeur d'histoire mortel du nom de Frederick Chase. D'ailleurs, détail incroyable, comme tous les enfants d'Athéna, elle est née directement des pensées de sa mère et a été apportée à son père dans un berceau en or. Rien que ça. Mais on va vite s'apercevoir que la suite est beaucoup moins dorée. Dès l'âge de 7 ans, oui, 7 ans, la vie d'Annabeth devient un vrai cauchemar. Terrifiée par des attaques nocturnes d'araignées envoyées par Arachné et se sentant rejetée, elle décide de s'enfuir de chez elle. Seule dans la rue, armée seulement d'un petit marteau pour se défendre, elle finit par croiser la route de deux autres demi-dieux en fuite, Luc, Castellan et Thalia Grèce. Ensemble, ils vont survivre, du moins jusqu'à cette nuit terrible sur la colline des Sangs-Mêlés. Thalia va se sacrifier pour retenir une meute de chiens des enfers et sauver ses amis. Suite à ce traumatisme immense, Annabeth va passer des années, de très longues années, coincée à la colonie des Sangs-Mêlés, à attendre désespérément qu'on lui confie enfin une quête. Toutes ces épreuves forgent un bagage émotionnel gigantesque. Il y a cette phrase, dans Le Dernier Olympien, « Une famille, Luc, tu m'as promis ». Waouh, cette citation, elle pèse vraiment une tonne. Elle nous montre à quel point Luc était tout pour elle. Il était son protecteur, son héros dans la rue. Du coup, quand il finit par la trahir, c'est pas juste un petit retournement de situation, c'est une vraie déchirure. C'est ce qui définit fondamentalement toute l'évolution de son personnage par la suite. Allez, on passe à la deuxième partie, le voyage ultime du demi-dieu. Comment passe-t-on d'une petite fille en fuite à la grande architecte de l'Olympe? Alors, Annabeth est un génie, c'est indéniable, mais elle n'est pas invincible. Dans cet univers, chaque héros possède ce qu'on appelle un défaut fatal. Pour Annabeth, c'est l'hubris, l'orgueil démesuré. C'est cette intime conviction qu'elle peut tout faire mieux que tout le monde, même mieux que les dieux. En fait, c'est super intéressant, parce que sa plus grande force, son intelligence incroyable, c'est aussi exactement ce qui la met le plus en danger. Et quand on observe les étapes de son aventure, c'est juste hallucinant de voir à quel point les enjeux explosent. On parle d'une expédition dans les enfers pour affronter Cerbère, de survivre à la terrifiante mer des monstres, de trouver son chemin dans l'impossible labyrinthe de Dédale et même, carrément, de faire une chute libre dans le Tartare. C'est littéralement une descente aux enfers. L'échelle titanesque de ces quêtes démontre vraiment toute la noirceur et la profondeur de la saga littéraire de Rick Riordan. Troisième partie, l'adaptation hollywoodienne. C'est le moment de refermer les livres pour débarquer dans la réalité des studios de 2010. En 2010, le film Le Voleur de foudre débarque sur nos écrans, produit par Fox 2000 Pictures et réalisé par Chris Columbus. Et ça, c'est un signal très fort. Chris Columbus, c'est le réalisateur historique qui a lancé d'autres méga-franchises magiques hyper connues. L'objectif d'Hollywood était clair. Il voulait trouver la nouvelle poule aux œufs d'or. Les attentes des studios étaient absolument colossales pour transformer la colonie des Sangs-Mêlés en un phénomène mondial incontournable. Et au niveau des chiffres, ça donne quoi ? 95 millions de dollars de budget initial pour plus de 226 millions récoltés au box-office mondial. Financièrement parlant, c'est un succès, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais disons que l'héritage de ce film reste beaucoup plus complexe que ça, surtout du point de vue des fans de la première heure. Ce qui nous amène tout droit à notre quatrième section, différence page contre écran. Qu'est-ce qui a vraiment coincé dans cette transition ? Prenons le personnage d'Annabeth. Le changement à l'écran est radical. Dans le livre, c'est une jeune fille blonde de 12 ans qui attend désespérément sa première vraie quête. Dans le film, elle est incarnée par une actrice brune d'au moins 16 ans et on la découvre direct en plein combat acharné contre Percy lors d'un jeu de capture l'étendard. En vieillissant les personnages de cette façon, c'est toute la dynamique du récit d'apprentissage, tellement centrale et précieuse dans l'œuvre originale, qui passe complètement à la trappe. Et c'est pas juste l'âge, c'est toute la structure de l'intrigue qui est transformée.
Dans le livre, le grand méchant, c'est le titan Chronos qui manipule tout le monde dans l'ombre. Dans le film, plus de titan, il disparaît, et Luke agit tout seul. La quête originale impliquait le terrifiant dieu de la guerre, Arès. Le film le supprime simplement pour le remplacer par une espèce de chasse au trésor à travers le pays pour trouver des perles. Et aux enfers, c'est la mère de Percy qui voit se sacrifier et rester prisonnière dans le livre, alors que le film choisit de laisser le satyre Grover derrière. Bref, c'est un cas d'école impressionnant sur la manière dont Hollywood prend une mythologie ultra foisonnante et la simplifie à l'extrême pour livrer un blockbuster autonome. 5e et dernière partie, la fracture mythologique. Parce qu'au-delà du débat entre le livre et le film, il y a la matière originelle à explorer, la vraie mythologie de la Grèce antique. C'est fascinant d'observer comment ces histoires modernes s'éloignent des mythes classiques. Par exemple, le vrai héros Persée dans la mythologie ancienne, c'est le fils de Zeus, pas du tout du dieu des mers Poséidon. Et le fameux combat contre la gorgone Méduse. La légende raconte que Persée a eu besoin de l'aide divine combinée d'Hermès, d'Héphaïstos et d'Athéna pour s'en sortir. Dans le film, le héros utilise le dos réfléchissant d'un iPod Touch. Oui, un iPod Touch. Un monstre millénaire battu par un simple accessoire électronique de 2010, c'est quand même un grand écart très audacieux. Ça montre bien comment on n'hésite pas à troquer les armes divines contre des gadgets grand public, tout en réécrivant de complexes arbres généalogiques pour que ça colle à l'intrigue. Pour terminer, il y a une vraie question de fond qui se pose. Quand on modifie à ce point le canon littéraire et mythologique pour le faire rentrer dans le moule d'un film d'action hollywoodien, est-ce qu'on détruit purement et simplement la magie du mythe original ? Ou bien est-ce qu'on est juste en train de forger une toute nouvelle légende pour une nouvelle génération ? C'est une réflexion super stimulante. Parce qu'au final, tout comme les dieux de l'Olympe, on réalise que les grandes histoires refusent de disparaître. Elles ne font que changer de forme en permanence. Merci d'avoir suivi cette analyse.